C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sika Info Mag. Mesdames et messieurs, bonjour. Le pays de Nelson Mandela vit de nouvelles heures politiques chaudes. Depuis quelques jours, la polémique s'enfle autour du financement de la réhabilitation de la résidence privée du président Jacob Zuma. Une polémique qui trouve sa source dans la dernière sortie du ministre sud-africain en charge de la police qui a estimé que le président Jacob Zuma ne doit rien rembourser dans cette affaire dans laquelle la médiatrice de la République sud-africaine avait demandé au président Jacob Zuma de rembourser 18 millions d'euros dans les caisses de l'État. Rénovation de la résidence privée de Zuma en Afrique du Sud, une affaire qui fait grand bruit au pays de Mandela. Ce sera le premier débat du jour. Ensuite, nous nous intéresserons à une question de société. Dépravation des mœurs en Afrique. Certains pays ont opté pour des lois punitives. Est-ce vraiment la solution au regard du respect des droits humains sur le continent africain? Nous en parlerons également dans un instant. Mais tout de suite, madame, monsieur, je vous propose de suivre le flash d'information. En Afrique du Sud, la justice a donné raison ce lundi à Julius Malema qui contestait la volonté du fisc de saisir ses biens pour rembourser plusieurs années de fraude. Ceci au risque de lui faire perdre son siège de député. Julius Malema a été le président de la Ligue de la jeunesse de l'ANC de 2008 à 2012 avant d'être exclu. Au Nigeria, le bilan de l'incendie du camion-citerne dont le chauffeur a perdu le contrôle ce dimanche aux abords d'une gare routière à Onitsha, la plus grande ville de l'état d'Anambra dans le sud du pays, s'élève désormais à 69 morts. C'est ce qu'a déclaré un responsable de la Croix-Rouge. Corruption à la FIFA, d'après le quotidien New York Times de ce lundi, Jérôme Valk, le secrétaire général et bras droit du président Sepp Blatter, a en 2008 transféré 10 millions de dollars sur des comptes gérés par l'ancien vice-président de l'organisation, Jacques Warner. En Afrique du Sud, une affaire fait polémique depuis quelques jours. Donc, il s'agit du financement de la rénovation de la résidence privée du président Jacob Zuma. C'est le premier sujet à débattre dans cette émission. Ce sera juste après ce générique. Rénovation de la résidence privée de Jacob Zuma en Afrique du Sud, une affaire qui fait beaucoup de bruit actuellement au pays de Mandela. Pour en débattre, j'ai aujourd'hui sur ce plateau donc Lama Balo, il est journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. J'ai également sur ce plateau Joël Yetonji qui est souvent avec nous, il est journaliste, éditorialiste à Sika. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour plateau, bonjour téléspectateurs. Je reste avec vous, Joël. Cette affaire donc qui a fait sortir beaucoup de sommités sud-africaines cette semaine. Ces sommités ont rompu leur silence. Je veux citer notamment l'archevêque Desmond Tutu qui estime qu'il s'agit d'une affaire de grande humiliation pour l'Afrique du Sud. Alors ma première question avec vous, Joël Yetonji, c'est de savoir une affaire pareille qui fait autant de bruit, est-ce que c'est normal? La sécurisation de la résidence d'un chef d'État, cela demande quand même beaucoup de fonds. Vous l'avez dit, vous excusez mon sourire. Ça fait beaucoup de bruit. Et à des milliers de kilomètres de l'Afrique du Sud, on ne peut même pas être réceptif. On ne peut pas ne pas être réceptif à ce bruit-là. Mais ça veut tout dire. Vous avez parlé de la résidence. C'est normal. Une affaire, c'est quand même banal comme affaire. En principe, ça devrait être banal. Vous avez parlé de un des Sud-Africains, le pays le plus puissant sur le continent africain. On peut comprendre cela. Sécuriser la résidence du numéro 1 des Sud-Africains. Mais à quel prix? Tout a un prix. Oui, et il faut savoir prendre la mesure des choses. Parce que ce dont il est question dans cette Afrique du Sud-là, cette Afrique du Sud post-Mandela, le grand défi demeure. Le défi numéro 1, après la conciliation qui reste un travail de longue haleine, l'autre défi qui c'est de tout temps imposer aux Sud-Africains, c'est celui de la prospérité partagée. Et ce défi demeure. C'est au nom de ce défi, non encore assouvi, certains vous diront, non entamé, que nous avons vu des Sud-Africains récemment, à plusieurs reprises, mais la dernière en date a retenu l'attention de tout le monde, où des Sud-Africains se sont ouvertement pris et de façon
très grave, pour ne pas dire machiavélique, aux étrangers, oui, soi-disant que ce sont eux qui se sont accaparés de leurs biens. S'il vous plaît, il s'agit... peut réellement régler les problèmes de société. Il faut assumer la sécurité du chef de l'État. En principe, je pense qu'il s'agit même d'un abus de langage quand on parle de sécurité, parce que Jacob Zuma n'est pas en insécurité. Jacob Zuma a un abri. Il s'agit simplement pour mettre les choses dans leur contexte, de réhabiliter le soi-disant toit de Jacob Zuma. Allez-y voir ce dont il est question. Il s'agit d'un bâtiment luxueux, l'un des bâtiments les plus huppés de la ville. C'est un chef d'État. Je dis, mais quand vous avez... Oui, il faut savoir raison garder, faire la part des choses dans un contexte où les Sud-Africains ne trouvent pas régulièrement à manger, où la pauvreté semble être la chose la mieux partagée, où les inégalités sociales demeurent, où le creuset entre pauvres et riches dans une même localité se creuse davantage, craignant un climat délétère d'insécurité généralisée où on peut s'en prendre à l'autre pour un rien du tout. Mais ce qu'il y a à faire dans ce contexte, c'est de voir un Jacob Zuma à la lumière d'un certain Thomas Sankara qu'on continue de pleurer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un chef d'État qui préfère rester pauvre, qui préfère rester démuni et voir ces populations sorties de l'ornière. Mais ce n'est pas possible. Ce qui est arrivé à Thomas Sankara, justement, qui banalisait sa sécurité. Vous savez ce qui est arrivé à Thomas Sankara, qui banalisait sa sécurité. Les conséquences sont là. On continue de le pleurer. Oui. Je dis une fois encore que c'est un abus de langage. Qu'on le pleure que de s'occuper de sa sécurité. Je répète encore que c'est un abus de langage. Tous ceux-là qui parlent de sécurité de Jacob Zuma, Jacob Zuma est bien gardé, Jacob Zuma est sécurisé. En dehors de son clan qui assure sa sécurité, en dehors de son clan qui assure sa sécurité, il y a l'armée qui assure de fort belle manière sa sécurité. Il y avait l'armée au Burkina Faso. Jacob Zuma n'avait pas 18 millions d'euros juste pour réfectionner son toit à lui tout seul. Oui, mais vous pensez que c'est admissible ça? C'est parce que vous êtes mais on ne peut pas comprendre. D'autres chefs d'État africains sur le continent dépensent il faut qu'on commence par plus que cela. Oui, plus que ça. Mais il faut qu'on commence par corriger toutes ces bêtises. Ce n'est pas possible que le chef d'État, qui doit être un exemple à suivre, se comporte de cette façon-là. Le chef de l'État reste tout sauf le contraire de ce que nous sommes en train de voir. Le chef de l'État, c'est un modèle. Je dis, ce qui s'est passé, vous l'avez répété, le bruit, où que vous soyez aujourd'hui, à moins que vous jouez à la sourde oreille, le bruit vous parvient. Ça peut faire du bruit. Dans ce pays où il est question de calmer les ardeurs, de donner confiance à ces Sud-Africains, d'aider le plus petit des Sud-Africains, le plus démuni à avoir un bol alimentaire, on ne peut pas comprendre que Jacob Zuma en soit investi tous ces millions. Savez-vous ce qu'un grand socialiste a dit quand on lui demandait pourquoi il vivait dans l'opulence pendant qu'il prônait la pauvreté pour la population? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que le chef doit rester dans l'opulence pour pouvoir mieux réfléchir aux problèmes des populations. Donc là, Mabalo, est-ce que c'est normal de faire autant de bruit pour la sécurisation de la maison d'un chef d'État? Non, vous savez, lorsqu'on parle des questions de sécurité, surtout à l'échelle d'un État, ce sont des questions fondamentales, des questions dans lesquelles on ne compte même pas l'investissement qu'on fait. C'est pour ça que vous voyez la caisse noire, vous voyez des questions d'investissement qu'on ne justifie même pas lorsqu'on parle de sécurité. Pourquoi est-ce que cette affaire fait autant de bruit alors si on dans cette situation, on ne justifie pas la sécurisation? Il faut mettre les choses dans leur contexte. Il s'agit du domicile privé. Secondaire, puisqu'il reçoit des audiences. Non, le rapport a prouvé que Jacob Zuma reçoit beaucoup de personnalités dans sa résidence privée. Il a ses bureaux pour ça. Oui, mais un chef d'État. Il a le palais de la République pour ça. Un chef d'État doit avoir la possibilité de recevoir également dans sa résidence privée. Vous avez dit résidence secondaire. Oui, mais ça secondaire. Donc cela n'a jamais été interdit. Écoutez, vous savez ce qui vous m'avez posé une question. Par la loi. Vous m'avez posé une question. Oui, je souhaite que vous me laissiez répondre à la question. Répondez à ma question. Parce qu'ici, nous parlons de résidence privée. Oui. Alors moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est quoi? Est-ce que l'investissement qui a été fait va profiter au prochain président de la République? Parce que moi, je pense qu'à l'état d'une nation, à l'échelle d'une nation, on fait des investissements qu'on laisse pour la postérité. Et là, on est en train de revenir sur la résidence privée du président sud-africain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non, rien ne prouve le contraire non plus, Joël. Rien ne prouve le contraire non plus. Moi, je pense que c'est des questions de commodité.
On a envie d'être plus à l'aise, on a envie d'avoir... Un chef d'État a besoin d'être à l'aise pour mieux gérer le pays. Écoutez, le pouvoir, c'est le service. Vous comprenez? Oui. Vous êtes là pour servir le peuple. Dans des conditions. Vous n'allez quand même pas demander à quelqu'un d'être totalement démuni pour pouvoir vous servir. Qu'est-ce que vous appelez totalement démuni? Il vivait dans l'insécurité, le président Jacob Zuma. Il a posé le problème d'insécurité dans sa résidence en tant que chef d'État. Ça ne l'empêche pas d'avoir plusieurs femmes, par exemple. Oui, mais ça... L'insécurité, c'est aussi là? Non, l'insécurité n'est pas nécessairement dans les femmes. Mais les femmes qui nous suivent ne seront pas d'accord avec vous. Donc, la Mabalo. Quand vous aimez les femmes, vous êtes dans l'insécurité. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Vous êtes dans l'insécurité, Joël. Il faudrait que vous compreniez la logique de laquelle... Non, nous sommes dans le même débat. Tout ça, c'est le débat. Tout ça, c'est le débat. Quand vous parlez d'insécurité, c'est Dieu seul qui protège. D'accord? Mais quel que soit le dispositif... Il faut faire le minimum avant que Dieu ne vous protège. Vous pensez que Jacob Zuma n'a pas fait le minimum chez lui? C'est justement 18 millions d'euros. C'est le minimum, justement. 18 millions. Ah, c'est le minimum. Pour le premier chef d'État de la première puissance africaine. Non, non, non. Pendant longtemps, allez au Nigeria. Qui a été détrôné tout récemment par le Nigeria. Non, vous savez, il ne faut pas encourager ce genre d'investissement. Il y a des problèmes sociaux en Afrique du Sud. L'insécurité, c'est un problème sérieux en Afrique du Sud. Et pendant que le président protège, lui, sa sécurité, qu'est-ce qu'il fait de la sécurité de ses administrés? Qu'est-ce qu'il fait de la sécurité des Sud-Africains? Récemment, en Afrique du Sud, un de nos compatriotes a été braqué, dessaisi de son passeport et de l'argent qu'il avait. C'est ça l'insécurité? Quelles sont les réponses qu'on apporte à l'insécurité de la population sud-africaine? Lorsque j'entends le ministre de la police faire le rapport, je dis, bon, lui, il est dans son rôle, il ne peut pas dire autre chose. Il est ministre du gouvernement de Zuma, donc je ne le vois pas en train de faire un rapport qui dit que Zuma a exagéré. Oui, mais il est bien placé pour dire réellement qu'il s'agit d'un problème de sécurité et qui ne revient pas à des citoyens lambda. Même la médiatrice n'a pas les armes pour apprécier les dépenses dans le cadre d'une sécrété d'État. Alors, dans ce cas, quand on dilapide le budget de l'État dans les questions de sécurité, non. Parce que si je vous entends, je l'avais dit, c'est vrai, quand on parle d'insécurité, ça peut tout justifier. Ça peut justifier toute la dépense, mais on ne peut pas avancer comme ça. Mais écoutez, l'archevêque Desmond Tutu n'est quand même pas n'importe qui en Afrique du Sud. Il a dit, c'est une question qui humilie l'Afrique du Sud. Lorsqu'on veut le développement de sa nation, on se saborde, on s'oublie au profit des administrés. Mais je n'ai pas eu l'impression... Thomas Sankara est la preuve de ce qui peut vous arriver quand vous oubliez. C'est autre chose. C'est deux cas de figure, différents. Lui, lui, c'est son compagnon de lutte qui a eu raison de lui. Ou je dirais même ses compagnons de lutte. Vous venez de dire qu'il y a l'insécurité en Afrique. Oui, mais vous pensez que même si Jacob Zuma dépense 18 millions d'euros chez lui et que ses gardes de corps décident d'en finir avec lui, on ne pourra pas le faire? Mais chez Sankara, c'était comme ça. Les gens autour de lui ont décidé d'en finir avec lui, ils ont pu. Donc même dans cette résidence réfectionnée à 18 millions d'euros, Jacob Zuma n'est pas totalement en sécurité. Alors justement, je vais vous demander, donc, Lamabala, est-ce que vous pensez que ceux qui critiquent aujourd'hui Jacob Zuma ont suffisamment des armes pour faire ces critiques-là? Puisque nous reconnaissons tous que dans le domaine de sécurité, il n'y a pas de procédure de passation de marché public. Qu'est-ce que vous appelez armes? Les preuves, vous voulez dire? Oui, est-ce qu'ils ont non. Dans le domaine... Il n'y a pas, certainement pas eu de factures et autres, de facturation. Il devrait y avoir, parce que ce sont des travaux de maison. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'appel d'offres, qu'il n'y a pas de facture, c'est lorsqu'on veut acheter des armes, lorsqu'on veut s'équiper en armement. Et donc là, on n'a pas besoin d'appel d'offres, parce que là, on va vers des fabricants et puis on négocie gré à gré. Mais lorsqu'on veut dépenser de l'argent pour réfectionner une maison, ce n'est pas que sur le plan de l'achat des caméras ou non, il y a d'autres travaux de réfection. On doit pouvoir avoir au moins le minimum de justification. Mais moi, je pense qu'on a décidé simplement de ne pas justifier les travaux. On a décidé simplement de mettre cette dépense-là sous le coup des questions de sécurité et on veut continuer là-dedans. C'est tout. Mais M. Jacob Zuma, en son âme et conscience, doit savoir que dans un pays comme l'Afrique du Sud, avec tous les problèmes de l'Afrique du Sud, dépenser 18 millions d'euros dans la réfection d'une maison, c'est un scandale. Maintenant, la justice sud-africaine est là pour connaître peut-être de ce dossier. La médiatrice a demandé que la Cour constitutionnelle et la Cour suprême se saisissent du dossier. Est-ce à dire qu'elle n'a pas confiance en la justice sud-africaine?
Non, il y a plusieurs niveaux de justice. Il y a plusieurs niveaux de justice. Moi, je ne peux pas dire qu'elle n'a pas confiance en la justice sud-africaine. Mais demander que la Cour suprême et la Cour constitutionnelle se chargent également... C'est à un niveau supérieur au gouvernement. Parce qu'il s'agit quand même du président de la République. Ce n'est pas un citoyen lambda comme Joël et moi. Nous, on est de simples citoyens. C'est un président de la République. Et on ne connaît pas des affaires de ce niveau-là devant toutes les juridictions. La Cour suprême, la Cour constitutionnelle, si on peut dire le droit et dire à M. Jacob Zuma qu'il a le droit, certes, de réfectionner sa maison, mais qu'il n'a pas le droit de dépasser une certaine limite. Il faut le dire la vérité parce que ça choque l'intelligence, ça choque la pauvreté. Cela choque certainement parce que vous n'êtes pas habitué à ce genre de dépenses. Joël Yetonji, est-ce que vous n'y voyez pas une tentative de déstabilisation politique de Zuma? Parce que cette affaire se soulève juste au moment où on parle du procès d'un certain Julius Malema. Oui, donc c'est exactement les mots à la bouche des pro-Zuma, ce que vous venez de dire. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Ben, je constate que vous tenez les mêmes propos que. Comme par hasard. Comme par hasard, ok. Un hasard bien bizarre. Mais voyez-vous, il n'y a pas de procès du genre qui tienne. Pourquoi? Parce qu'au départ, en confiant la mission à la médiatrice, il a été clairement défini qu'il s'agit pour la médiatrice de voir noir sur blanc. Elle a brandi au cours de sa conférence de presse la note à elle parvenue. Il a été question de lui demander de voir combien Jacob Zuma doit rembourser à l'État sud-africain. Mais comment vous pouvez demander à quelqu'un de voir combien tu es supposé, toi, rembourser dans une affaire, et après quelqu'un dit que tu ne dois pas un centime. Oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être une mauvaise appréciation. Tu dois rembourser. C'est une mauvaise appréciation au début. Bon, en dehors de ça, à supposer que c'est une mauvaise appréciation, il y a un haut fonctionnaire, au nombre de ceux qui ont conduit les travaux, qui reconnaît avoir été fautif, qui reconnaît avoir surfacturé un certain nombre de travaux, qui reconnaît l'avoir fait pour faire plaisir à un certain nombre de personnes, qu'il n'a pas fait pour sa poche, mais qu'au-delà de tout, que c'est le chef de l'État qui est bénéficiaire. Et il y a d'autres qui vont certainement pas finir le jour en prison. Dans tout ça, et d'autres arguments étalés dans le rapport, on ne peut quand même pas dire que vraiment Jacob Zuma est blanc comme neige. Ce que je pense plutôt, Jacob Zuma ne doit pas être fier de ceux qui ont conduit ces travaux-là. Au niveau du ministère de la police. Ce sont, excusez les termes, des gens incapables qui ne lui ont pas rendu service. Vous voyez, on peut comprendre qu'à un moment donné, le chef se surprend en train d'être dévoilé, pris la main dans le sac. Et c'est normal que le chef de l'État cherche à revoir son image. Ça, c'est normal. Maintenant, c'est normal que vous, qui devez tout au chef, parce que nommez pas le chef, vous cherchez à sauver le chef, mais sauvez-le de fort belle manière. S'il y a un mérite du rapport du ministère de la Police, je trouve, ce mérite, c'est de créer davantage de la polémique, de montrer que Jacob Zuma n'est pas blanc comme neige, tout sauf ça. Un rapport qui dit qu'il ne doit pas un centime, donne de la matière à l'opposition justement, pour dire ce monsieur n'a jamais bien géré ce pays. Est-ce que c'est de la matière à l'opposition? C'est de la matière à l'opposition. Parce qu'on sait qu'il y a une crise au sein de l'ANC. Il y a aujourd'hui, interne. Non, en dehors de la crise interne, malheureusement, vous l'avez bien dit, qui gère le pays, ça fragilise l'ANC. On a vu Julius Malema. Guerre intestine aujourd'hui qui ressort sous un autre format. Ah non. Jacob Zuma donne justement les armes à l'opposition et la société civile se mêle. Vous pensez qu'il va s'en tirer à bon compte à cet allure-là? Je dis ceux-là qui ont voulu l'aider l'ont plongé. Il doit les dégommer. Ils ont été simplement incapables. On peut aider le chef, on sait comment ça se fait. Mais négocier, amoindrir les choses, que oui, c'est vrai, il doit, bon, peut-être on va dire que c'est peut-être 2 € qu'il doit finalement. Et puis les gens vont crier, il va rembourser. Il va dire, bon, vous m'excusez, ce n'est pas moi. Comme il le dit souvent, je ne lui donne pas des idées, c'est ce qu'ils font. Ce n'est pas moi, ce sont mes collaborateurs qui ont fait ça, mais je rembourse en bon patriote. Justement, c'est bien possible que ce soit des collaborateurs zélés. Oui, il aurait dû dire ça, maintenant qu'on dise qu'il ne doit rien. Il faut préciser que dans cette résidence, ils ont construit une piscine, ils ont construit un terrain, je crois bien. Voilà, il peut surfer sur ces données, dit, moi je n'ai jamais demandé à avoir ça. Ce sont eux qui ont pensé que pour le confort du chef, il faut ça. Mais maintenant, eux, ils font un rapport du genre. Je dis une fois encore, c'est des incapables. Ils doivent les dégommer. Ils ont voulu l'aider. Ils ont voulu l'aider. Ils ont voulu justifier quand même au nom du chef. En dehors du fait qu'ils ont voulu l'aider, ils l'ont plongé et qu'ils doivent être sanctionnés. Ils doivent être doublement sanctionnés. Pourquoi? Ils ont pris l'argent du contribuable pour faire ce travail parce qu'on les a payés grassement pour faire une contre-expertise. Mais qui révèle maintenant qu'on ne doit pas 5 francs, Joël. Je dis, mais le rapport est trop accablant pour qu'on nous donne ça. Il faut être
même je ne sais pas, attardé mental, vous allez rejeter ce rapport-là. C'est bon pour la poubelle. Alors, tout ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire que cela est dû au fait que Jacob Zuma lui-même soit un autodidacte? Parce qu'il faut signaler qu'il n'a jamais mis pied à l'école. Non, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Regardez en Afrique, c'est en cela aussi que nous devons savoir copier les Européens. Quand les gens mènent des débats de il n'a pas été à l'école, il n'est pas... je dis... C'est parce qu'il ne maîtrise pas la comptabilité, en tout cas, il ne maîtrise pas les règles financières. On ne va pas l'écouter. Et je dis que ce n'est pas pour ça que nous avons des chefs qui ne peuvent pas gérer. Je dis, elles sont des milliers. Je veux parler des femmes. Je leur fais un clin d'œil au passage. C'était le fait hier, les mères. Toutes les femmes sont appelées, sont des mères potentielles. Je dis, vous voyez en Afrique, ceux qui font la richesse, ce sont les femmes. Ce sont elles qui sont dans nos marchés. Jamais n'ont mis pied à l'école. Le marketing, elles réussissent mieux. Je dis Jacob Zuma en matière de gestion. Zuma en a pris vite. Non, ce n'est pas ça le problème. Donc vous pensez que les femmes devaient l'aider, c'est ça? Non, le problème, s'il vous plaît. Non, j'explique que ce n'est pas parce que Jacob Zuma n'a pas été à l'école. On a vu plein de gens qui n'ont jamais mis pied à l'école, qui ont fait des choses formidables sur ce continent. Ils ont mieux fait que nous qui avons mis pied à l'école. Mais je dis ce qui s'est passé, c'est que nos chefs, ils aiment trop s'enrichir sur le dos du contribuable. Et l'environnement immédiat le sait, les collaborateurs le savent. Quand le chef demande, sortez-moi 200 000, je ne sais pas, 200 000 francs, si c'est à moi que le chef demande, on sait que le système c'est quoi. Quand moi je viens te dire que c'est le chef qui a demandé, tu n'as pas le droit d'appeler le chef pour lui dire, mais est-ce que tu m'as envoyé Joël? Le chef te dira, mais tu n'as pas confiance en mon collaborateur. Donc comme il sait que c'est comme ça, il ajoute 205 francs à ce que le chef a demandé. Le collaborateur a ajouté, celui qui veut sortir aussi ajoute sa part. Donc certainement que c'est cela qui a rallongé jusqu'à 18 millions. Puisque après, le chef ne se permet pas de vérifier si c'est ce qu'il a demandé qu'on a effectivement fait. Il constate simplement qu'on lui a rendu service. Et lui continue sa route. Mais comment est-on parvenu à faire ce qu'il a demandé? Il ne vérifie plus. C'est pourquoi on en est dans ces situations-là. C'est le peuple qui souffre. Alors donc voilà. À Balo, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y ait trop de coïncidences entre cette affaire et l'ouverture du procès de Julius Malema, l'ancien tribun et meneur de la jeunesse qui a été chassé récemment de l'ANC par Jacob Zuma? Avant de répondre à votre question, je constate simplement que mon collègue Joël est vraiment dans le secret des dieux. Il sait un peu comment les choses fonctionnent, comment est-ce qu'on tripatouille, comment on utilise l'argent de l'État. Parce qu'il a fait une démonstration. C'est de l'expérience. C'est de l'expérience. Bon, ça, c'est une. Il a cette expérience certainement qui en même temps, je souhaite lui dire que mais le président Jacob Zuma ne peut sanctionner personne. Il ne peut révoquer personne. Il ne peut renvoyer personne. Puisque le rapport en question est un rapport qui va à son avantage. Donc ne demandez pas au président de renvoyer des gens qui ont fait une contre-expertise, des gens qui ont fait un rapport pour dire qu'il ne doit rien du tout à l'État sud-africain. Vous allez attendre longtemps pour ça. Donc moi je crois qu'il faut être réaliste dans ce genre de questions-là. Moi je ne suis pas d'accord avec les dépenses qui ont été faites. Tout à l'heure, vous nous parliez de piscine. Lorsque je disais que c'était pour des questions de commodité, vous n'étiez pas d'accord avec moi. Mais après, vous avez parlé de piscine. Vous avez parlé dans les bonnes conditions. Non, il va pouvoir faire du sport. Même dans la piscine, il y a l'insécurité. Au problème de la société. Donc c'est dans la piscine qu'on réfléchit. Il faut qu'il se détende de temps en temps, le président sud-africain. Vous persistez, moi je vous laisse persister, mais je crois qu'il y a eu de l'exagération. Et comme Joël l'a dit, la question était de savoir combien le président remboursait à l'État sud-africain. Mais on ne peut pas nous dire qu'il ne rembourse rien du tout à l'État sud-africain. C'est là les limites de ce rapport. Mais pour en revenir à votre question, oui, moi je pense que si Julius Malema était toujours resté à l'ANC, proche du président sud-africain, on n'aurait pas eu ce procès-là. On ne l'aurait pas eu. Vous pensez qu'il allait le soutenir ou bien il allait le destituer depuis longtemps? Non, il allait le soutenir. Parce qu'il représentait une menace. Il allait le soutenir parce que justement il y a une scission entre lui. Je veux parler de Jacob Zuma et de Julius Malema qu'aujourd'hui on en a après ce leader-là qui est député et qui a d'autres personnes avec lui. Donc s'il y avait encore une certaine intelligence entre le président et M. Malema, on n'aurait pas assisté à ce procès. Mais le risque est là. Le risque est que M. Malema risque de perdre son fauteuil en tant que député si jamais la justice venait à le condamner. Et moi, j'ai beaucoup de craintes. Je ne sais pas si, avec les preuves qui sont accablantes pour M. Malema, je ne suis pas sûr qu'il puisse s'en sortir. Et s'il n'arrive pas à s'en sortir et il arrive à perdre son fauteuil de député, moi je crains des troubles. Parce que qu'on le veuille ou pas, M. Malema est très populaire et il draine beaucoup de monde. Il est zoulou. Absolument. Également. Donc moi je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que nous avons des chefs d'État, il y a toujours ce genre de crise. Aujourd'hui, M. Julius Malema est poursuivi.
parce qu'il n'est pas avec Zuma. Moi, c'est ma lecture des choses. Et s'il était avec Zuma, il ne serait pas poursuivi. Mais en même temps, Zuma n'est pas poursuivi parce qu'il a encore pouvoir. Ça peut le rattraper. Ce sont des affaires qui peuvent rattraper leurs commanditaires parce qu'on ne détient pas un pouvoir d'État éternellement. Moi, je pense que sur la question, il n'y a vraiment pas de hasard entre cette affaire-là et l'affaire de M. Julius Malema. Joël Yetonji, la coïncidence entre cette affaire et l'affaire, le procès de Julius Malema qui démarre au même moment. Est-ce que vous pensez que c'est justement ce procès Malema, c'est pour ralentir l'ascension de ce jeune qui hier faisait la lumière sur l'ANC? De toute évidence, oui. C'est venu bien à propos. Mais voyez-vous, ça pose en même temps un autre problème. Lorsque vous êtes en guerre ouverte contre un soi-disant plus fort que vous, et vraiment, essayez d'assurer vos arrières. Assurez-vous que vraiment dans ce combat, vous avez toutes les armes et toutes les chances à vos côtés pour vous en sortir. Vous ne devez surtout pas, je pense que c'est la première des règles, détenir des casseroles. Lorsque vous en avez, pas devers vous, et c'est sur ça qu'on va jouer pour vous avoir. Et ces chefs, c'est à croire qu'ils vont à une école de ruse. Les chefs d'État africains que nous avons. Ce sont eux-mêmes. À l'école de Machiavel. Ce sont eux-mêmes, justement, ce sont eux-mêmes qui aident ceux-là qui ont des penchants ou des tendances à demain créer la rébellion. Ce sont eux-mêmes qui mettent à leur disposition ce qu'on pourra leur coller demain. Et on les suit comme du lait sur le feu. Et lorsqu'on sent qu'à un moment donné, eh bien, on ne peut plus les maîtriser, on les appelle, on ne manque pas de les interpeller. On a fait des rappels à l'ordre à Julius Malema. Et Julius Malema a pensé qu'à un moment donné, il était venu pour lui le moment de prendre son indépendance. Et c'est ce qu'il a fait. Et il n'a pas mal fait. Donc c'est en cela aussi, il n'a pas mal fait parce qu'aujourd'hui, l'homme a de la popularité. Et il a du soutien franc. Il fait tout pour être plus proche des plus pauvres. Il fait tout pour essayer de donner satisfaction. Comme Zuma l'a fait avant. L'avait fait. Aujourd'hui, oui. la population n'a pas l'impression que Zuma est vraiment avec lui. C'est avec elle plutôt. C'est ça le drame. Et c'est ce qui joue plutôt en sa faveur. Et c'est en cela que, si ceci est fait, rien que pour retarder un peu les choses, et de quoi je parle de l'affaire Nkandla qui fait grand bruit. Si c'est pour émousser, étouffer un peu l'affaire, donc faire traîner le procès de Julius Malema jusqu'à ce qu'on en parle de moins en moins. Si c'est dans ce sens, c'est bon. Mais si c'est pour effectivement le priver de ses droits de représentant du peuple, il ne faut pas le faire. Parce que ça va embraser l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'est pas encore sortie. Oui, l'Afrique du Sud n'est pas encore sortie de ces dédales. C'est une menace et l'Afrique du Sud déstabilisée, c'est un autre danger. Alors je vais rebondir justement sur cela. Comment est-ce qu'on peut expliquer alors cette déchirure au sein de l'ANC et de l'Afrique du Sud après le départ de Mandela? Comment on peut expliquer cela? Il n'y a pas eu d'homme charismatique après Nelson Mandela. C'est-à-dire que dans cette grande Afrique du Sud, il n'y a personne pour succéder à Mandela, vous voulez dire? Il y en a, mais les convictions profondes de l'homme, ça c'est propre, ça se cultive. C'est comme on parle de la morale, de l'éthique et autres. Si c'est ancré en vous, même face à l'épreuve, face à la tentation, vous tenez bon. Il y a très peu d'hommes d'État qui peuvent faire comme Nelson Mandela. Après avoir vécu ces épreuves, vous sortez, vous avez le pouvoir devant vous, vous les essayez et après vous passez la main. Ils sont combien sur le continent à avoir fait ça? Non, ça ne coupe pas les rues. Donc, dans ces conditions, lorsque c'est l'homme, il a essayé de partager ses convictions intimes avec son entourage, les militants, les sympathisants. Mais lorsqu'on arrive à se les approprier, et que la perception, c'est qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. Et écoutons, rattrapons notre souffrance, améliorons les choses, d'abord pour nous-mêmes. Quand ça se dit comme ça, mais on ne peut pas relever le défi qu'incarne l'homme. C'est simplement ça. Vous semblez bien connaître comment fonctionnent les pouvoirs sur le continent africain. Donc là, Mabalo, comment est-ce qu'on peut expliquer alors cette déchirure aujourd'hui de l'Afrique du Sud après le départ de Nelson Mandela? Non, c'était prévisible de mon point de vue parce que Nelson Mandela est pour moi une icône. C'est une espèce à part. C'est une espèce à part parce que quand vous suivez le parcours de l'homme, je ne sais pas si il y a d'autres leaders politiques africains qui ont ce parcours-là. Et c'est très difficile de succéder à Nelson Mandela parce qu'il avait mis l'État sud-africain au-dessus de tous ses intérêts. Vous pensez que Nelson Mandela aurait dépensé 18 millions d'euros pour réaménager son domicile privé? Non, je pense que c'était vraiment un homme à part. Mais la succession
au niveau de l'ANC n'a pas été organisé. Il y avait beaucoup trop d'intérêts, beaucoup trop de conflits d'intérêts, de guerres d'intérêts. Chacun voulait se positionner. Et bon, ça n'amène que la déchirure dans une formation politique. Et c'est ce qu'on constate en Afrique du Sud. Mais j'espère que après le départ de Zuma, les choses vont s'arranger. Parce que Zuma, c'est aussi une autre personnalité, à part dans ses frasques et dans beaucoup d'autres choses dont je ne parle pas ici. C'est vraiment un être à part. Et j'ai l'impression que l'Afrique du Sud fabrique des chefs d'État spécifiques, des chefs d'État qui ont leur spécificité. Et je ne sais pas quelle est la suite à donner à ce pays-là, mais je voulais avoir un espoir pour l'Afrique du Sud. L'espoir d'une Afrique du Sud réunifiée. C'est vrai que le pouvoir économique là-bas appartient aux Blancs et le pouvoir politique aux Noirs, mais on a envie de voir cette Afrique du Sud-là qui a donné beaucoup d'espoir au monde entier. C'est important. Parce que je crains fort, surtout sur les questions d'insécurité. Voyez-vous, quand on parle des chefs d'État, on donne des exemples et tout le reste, mais le chef de l'État, comme je l'ai dit, il est au service de la nation. Vous avez vu le président Lula au Brésil. Je ne sais pas si c'est le président bolivien. Il y a aussi notre président uruguayen qui vivait dans une maison délabrée. Mais c'est ça. Mais est-ce que ça l'a empêché de faire son mandat? Soyons réalistes. Mais le pouvoir, c'est pas l'opulence systématiquement. Voilà. Merci donc Lama Balo. Merci Joël Yetondié, madame, monsieur. Ce sera tout pour le premier sujet débattu dans cette émission. Nous allons à présent observer notre pause pour faire le tour des informations du jour. Ce sera à travers le flash que je vous propose de suivre. En Afrique du Sud, la justice a donné raison ce lundi à Julius Malema, qui contestait la volonté du fisc de saisir ses biens pour rembourser plusieurs années de fraude. Ceci au risque de lui faire perdre son siège de député. Julius Malema a été le président de la Ligue de la jeunesse de l'ANC de 2008 à 2012 avant d'être exclu. Au Nigeria, le bilan de l'incendie du camion-citerne dont le chauffeur a perdu le contrôle ce dimanche aux abords d'une gare routière à Onitsha, la plus grande ville de l'état d'Anambra dans le sud du pays, s'élève désormais à 69 morts. C'est ce qu'a déclaré un responsable de la Croix-Rouge. Corruption à la FIFA. D'après le quotidien New York Times de ce lundi, Jérôme Valk, le secrétaire général et bras droit du président Sepp Blatter, a en 2008 transféré 10 millions de dollars sur des comptes gérés par l'ancien vice-président de l'organisation, Jacques Warner. Bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Le problème est à ce niveau, la crédibilité. Blaise disait, moi je suis pressé de passer le pouvoir après mon deuxième mandat. Après, à la veille du passage de témoin, il a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui prouve, par exemple, que le président Zida ou le premier ministre Zida n'avait pas soutenu le président Blaise Compaoré? Personne n'a contesté que ces faits ont existé. On a tout simplement prouvé que le notaire a craché dans la soupe. Sinon, le mois de mars s'annonce un peu difficile sur le plan de la mobilisation des recettes. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Sika Infomag se poursuit, j'ai toujours sur ce plateau donc Lama Balo, journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Il est rejoint par Emmanuel Crépi de la rédaction de Sika TV. Ce sera pour débattre du second sujet. Mais avant de lancer ce sujet, madame, monsieur, voici le générique. Donc je vous le disais tantôt, on poursuit avec Sika Infomag, avec donc Lama Balo qui est toujours sur ce plateau. Emmanuel Crépi a pris la place de Joël Yetondié. Emmanuel Crépi, bonjour. Bonjour Joël. Alors madame, monsieur, nous poursuivons comme je vous le disais tantôt. L'information a été rendue publique la semaine dernière en Ouganda. Une artiste risque 10 ans de prison pour avoir exhibé dans un clip une partie de ses fesses. Elle a déjà fait 5 semaines de prison et a été libérée sous caution. Il s'agit d'une affaire qui pose le problème de la liberté et du respect des droits humains sur le continent africain, mais aussi de mœurs. Pensez-vous qu'un État peut condamner quelqu'un pour ses choix vestimentaires? C'est une interrogation que je m'en vais poser directement à vous, Emmanuel Crépi. Merci Joël. Je crois que cela fait partie de l'essence même de l'État, d'établir des règles, d'établir des principes pour régir la vie ou contrôler la vie de ses citoyens sur l'étendue de son territoire. Parce que si cela n'est pas le cas, je crois que
l'État n'a plus sa raison d'être. Je crois que l'autorité de l'État serait caduque. Prenons par exemple le cas de certains pays, des pays où la religion est dominée par l'islam par exemple, où les tests de loi, des tests, des principes de ces pays imposent aux femmes de s'habiller, de se protéger du bout des cheveux jusqu'au bout des ongles, et de porter le voile intégral. Au même moment, dans d'autres pays, et ça se voit surtout en Europe, de plus en plus, des lois sont votées pour empêcher des femmes de porter le voile intégral. C'est pour dire que les réalités varient en fonction de chaque pays, les réalités varient en fonction de chaque milieu, les réalités varient en fonction de chaque civilisation. Ce qui peut être vérité ici, peut être erreur de l'autre côté, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, comme le disait Blaise Pascal. Maintenant, quand nous prenons le cas de chaque pays, si un État pose des règles, et qu'un citoyen, quel qu'il puisse être, se permet d'aller au-delà, d'enfreindre ces règles, alors ce citoyen est exposé à la condamnation des peines prévues. Est-ce que ces règles sont normales quand on parle de la liberté, comme chacun est libre de porter quand même l'habit qu'il veut pour respirer? Justement, le métier d'artiste aussi, c'est un métier où il faut beaucoup d'attributs, beaucoup de choses pour se faire vendre. Joël, prenons par exemple le cas de l'artiste dont vous avez parlé dans votre introduction. Je crois qu'il s'appelle Jemima Kansime, 21 ans. Et je ne sais pas si vous avez regardé ce clip. Mais elle a dit qu'elle voulait justement se présenter comme une artiste américaine. Elle voulait vendre son clip comme Beyoncé et mais justement, Joël, elle n'est pas une star américaine. Mais elle est une Ougandaise. Elle est née en terre ougandaise. Et en Ouganda, je ne crois pas que cela constitue la norme. Je crois que les autorités ougandaises reprochent à ce clip d'avoir violé les lois en vigueur en Ouganda. Je crois que cet artiste n'est pas sans savoir qu'il y a une loi qui a été votée en décembre et qui a été promulguée, mise en vigueur en février 2014 en Ouganda, qui interdit aux femmes d'exposer leurs jambes. Les mini-jupes, les jupes courtes. Et des décolletés trop plongeantes. Voilà, et donc voilà, un peu, elle n'est pas sans savoir. Je crois que l'une n'est censée être au-dessus de la loi, l'une n'est censée ignorer la loi. Et donc, je crois, pour ma part, que dans le contexte actuel, où on parle de la valorisation de la femme, où on parle de la promotion du genre, et il serait malsain de continuer par présenter des femmes comme des objets de désir, de présenter le corps des femmes comme des objets de marketing, parce que selon ce que l'artiste même a dit, c'est que, je cite, ce n'était pas mon intention que la vidéo tout entière soit aussi explicite. Je voulais voir si ce genre de vidéo aiderait ma musique à se vendre. Alors, une artiste qui utilise son corps pour se faire de l'argent à côté d'une prostituée, est-ce qu'il y a une différence? Oui, mais vous savez... Parce que les deux font la même chose, ils utilisent leur corps pour se faire de l'argent. Même une prostituée, c'est un métier, c'est le plus vieux métier du monde. C'est un métier qui est puni par la loi, justement. Dans certains pays, mais parce pas dans tous les pays. Parce qu'au moment où nous condamnons les chefs d'État de violer les lois de leur pays, de violer leur constitution, on ne peut pas permettre que les citoyens de ces mêmes pays violent les lois qui sont en vigueur dans leur pays. Donc là, Mabalo, est-ce que vous pensez normal de mettre en place une loi qui interdit aux filles de porter des jupes courtes, aux femmes d'avoir des décolletés trop visibles? Vous savez, oui, c'est une question de société. Embarrassante. Non, c'est pas embarrassant. Vous savez, les femmes sont faites pour être désirées et pour être aimées. Je ne suis pas donc vous êtes d'accord qu'elles puissent s'habiller librement? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Joël, je ne sais pas, mais lorsque j'écoutais Emmanuel tout à l'heure, je ne peux pas comparer les femmes qui utilisent leur corps dans les clips à des prostituées. Parce que les prostituées vont au-delà de l'affichage de leur corps. Elles vont rendre service, le type de service que vous connaissez. Mais l'artiste qui expose son corps dans un clip ne va pas au-delà de ça. Donc je ne veux pas aller sur le terrain de la comparaison entre une artiste qui laisse son corps et une prostituée. Pour moi, c'est fondamental. Deuxième chose, c'est une question de bien-être et de bienséance. Regardez les clips dont on parle. Les hommes qui chantent dans ces clips-là sont toujours bien vêtus. Mais ce sont les femmes qui se dénudent. Et c'est le rôle qu'on donne souvent aux femmes dans ces clips. Et elles acceptent malheureusement de jouer ce rôle.
C'est là où il faut déplorer mais il y a des cette clips où il y a situation. aussi des hommes nus, il y a des hommes... C'est très rare. Le torse, oui. Le torse, vous avez dit. Oui. Le torse, mais là encore, c'est parce qu'ils ont travaillé et puis ils ont envie de montrer leur torse. C'est tout le reste. Oui, ça c'est dans une autre logique. Encore qu'il y a un artiste qu'on appelle Stromae qui n'a pas le torse dont vous parlez, mais pourtant qui le présente. Voyez-vous, donc ce sont les femmes. Parce que c'est plus choquant qu'il s'agit d'une femme. Et donc, une législation qui interdit ça, ça dépend des pays. Moi, je pense que cette législation ougandaise, si elle existait aux États-Unis, mais on mettrait tout le monde en prison. On mettrait tous les artistes en prison. Et il y a certaines chaînes de télévision qui ne seront même pas autorisées, puisque sur ces chaînes-là, on ne voit que ça. Mais moi, ce qui me dérange particulièrement, c'est lorsque l'Afrique copie ce genre de modèle. Parce que c'est une question d'environnement. Chez moi au Bénin, ici, je vois des clips d'artistes béninois qui veulent copier des réalités américaines. Et ça choque, ça ne passe pas. Et même si vous faites une musique de qualité et que ces images passent sur votre musique, les gens n'ont plus envie d'acheter votre œuvre parce qu'ils se disent vous n'êtes pas dans la réalité qui est la leur. Oui, mais à l'heure de la mondialisation, à l'heure où tout le monde parle du respect des droits humains. Laissez les droits humains. Laissez les droits humains à ceux qui... Aujourd'hui, vous pensez qu'il faut violer les droits humains? Non, nous parlons de mœurs et de morale. Donc, quand nous parlons de mœurs et de morale, laissez le droit de côté. Parce que le droit, écoutez, c'est pour tout le monde. On se bat pour défendre ses droits. Mais il y a une question d'éducation, une question de mœurs, une question de morale. La mondialisation ne veut pas dire qu'il faut oublier sa culture. Cela me permet de rebondir justement sur le cas des homosexuels. En Gambie, par exemple, le président Yaya Jammeh a dit qu'il irait jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême punition, si jamais on attrapait quelqu'un qui est accusé d'homosexualité. Est-ce que vous pensez que cela est normal? Non, c'est une boutade du président zimbabwéen. Et lorsque vous connaissez très bien, Gambien plutôt, même en Zimbabwe, oui, le président zimbabwéen l'a dit aussi. Même en Ouganda, c'est interdit, voilà. L'homosexualité est très au Cameroun ici, voyez un peu le traitement qu'on fait aux homosexuels. Là encore, c'est une question de mœurs, de morale, d'éducation. Moi, je ne veux pas juger les homosexuels. Parce que dans certains pays, notamment en Occident, le mariage homosexuel est autorisé. Bien justement. Les homosexuels vont jusqu'à adopter des enfants. Oui, mais c'est cela qui m'amène à poser le problème du respect des droits humains. Non. Sur le continent africain, est-ce qu'on n'a pas le droit de respecter votre liberté, la liberté de choix? Si vous choisissez d'être homosexuel, c'est votre liberté. S'arrête là où commence celle des autres. Oui, mais on ne peut pas vous interdire justement de choisir votre partenaire. Mais, Joël, donc là, qu'est-ce qui peut m'attirer chez vous? Ah, mais ça, c'est votre choix. Non, c'est pour ça que je dis. Qu'est-ce qui peut Qu'est-ce qui peut m'attirer chez vous? Ben, je ne sais pas. Mais donc, justement aux homosexuels. Donc, c'est pour ça que je dis. C'est pour ça que j'ai dit, je n'accuse pas les homosexuels, c'est leur choix. Voilà, donc maintenant, si la législation, c'est une question de laisser la possibilité d'exprimer leur choix. Non, c'est une question de législation. Si dans votre pays, c'est permis, allez-y, c'est permis. Mais les pays dans lesquels c'est interdit, on ne peut pas non plus accuser ces pays-là d'interdire ça. Parce que quand les homosexuels adoptent des enfants... Est-ce que ce n'est pas de la dictature que de l'interdire? Non, ce n'est pas de la dictature, c'est une question de morale. Un homosexuel ou des homosexuels qui adoptent des enfants, par exemple, mais quelle éducation ils vont donner à ces enfants? Mais allez observer, vous verrez. Mais alors, le mystère de la procréation est où en ce moment? Et le mystère de la liberté. Donc là, Emmanuel Crépy, Yaya Jammeh, le président gambien, qui demande au président américain Barack Obama de venir, qu'il l'épouse, s'il souhaite vraiment qu'il légifère sur l'homosexualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Joël. Mais avant de revenir sur la question de l'homosexualité, je voudrais rectifier quelque chose très rapidement. Je n'ai pas dit que les artistes femmes qui s'habillent de façon extravagante sont des prostituées. Mais j'ai dit, la prostituée utilise son corps pour se faire de l'argent. Si tant est que ces femmes utilisent leur corps pour se faire également de l'argent, est-ce qu'il y a une différence entre les prostituées et ces artistes? J'ai posé une question. Point d'interrogation. Voilà. Mais non, parce que nous avons eu des artistes sur le continent africain, des artistes comme Mira Makeba, des artistes comme Angélique Kidjo qui n'ont jamais exhibé leur corps, Bella Bello, paix à son âme, Césaria Evora. Voilà des exemples qui n'ont jamais exhibé leur corps, mais qui se sont fait des sous. Voilà. Nous allons évoluer sur la question de l'homosexualité. Qui demande à épouser le président américain Barack Obama, et c'est la seule condition pour je crois que ça pose, libéraliser l'homosexualité en Gambie. Je crois que ça pose
la question de la réaction de l'Occident par rapport à la décision de ces pays de légiférer contre l'homosexualité. Je crois que l'Occident n'a imposé aux États africains en ce qui concerne cette question d'homosexualité. Parce que je crois que en ce qui concerne la législation d'un pays, le droit d'un pays, le droit positif d'un pays, cela est fondé sur un certain nombre de principes. Je crois que le droit d'un pays est fondé autour des lois que votent les parlements de ces pays. Oui, mais souvent les constitutions disent de ces pays que tous les citoyens sont égaux. Alors, quelle égalité vous voulez faire si vous interdisez à des gens d'avoir la volonté d'épouser celui ou celle qu'ils veulent? Justement, c'est ce que je suis en train de dire, Joël. Je crois que les droits des pays sont fondés sur un certain nombre de choses. Je l'ai dit, la loi que vote le Parlement, les règlements imposés par l'exécutif. Je crois qu'il y a aussi des sources indirectes de droit, comme la coutume. Et que la coutume de chaque pays impose un certain nombre de choses. La coutume en Ouganda, la coutume en Gambie n'est pas la même chose, n'a pas été la même chose que la coutume aux États-Unis, par exemple. Et donc, l'Occident ne peut pas imposer à ses chefs d'État de ne pas légiférer contre l'homosexualité. Moi particulièrement, je ne suis pas pour l'homosexualité, mais au même moment, je ne suis pas pour l'homophobie. Parce que les homosexuels, quand je les regarde, c'est des gens que nous ne comprenons pas forcément. On n'arrivera jamais à expliquer ce qui se passe dans leur tête. Parce que donc là, me l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas ce qui me poussera à aller chercher mon plaisir au creuset, au crochet d'une jambe asséchée d'un mec. Je ne sais pas ce qui me poussera. Mais lui, il le trouve normal. Mais je dis, je ne suis pas pour l'homosexualité, mais je ne suis pas pour autant pour qu'on on interdise la chose. Non, je ne suis pas pour que cela soit érigé en crime, comme on le fait dans certains pays, qu'on punisse de 10 ans de prison, de torture et qu'on soit. Parce que dans 77 États dans le monde, je crois que la chose est interdite. Et quand vous regardez ces pays, la plupart de ces pays, ce sont des pays où la religion la plus dominante, c'est l'islam. Et je crois que de tout temps, l'islam a été cette religion vraiment rigide qui n'autorise pas ces genres de trucs. Je crois qu'il faut rester au milieu. Même quand on n'est pas pour l'homosexualité, ce n'est pas une raison pour repousser ces gens, les stigmatiser et qu'on sort. Je crois que ce sont des êtres humains. Essayez de les comprendre parce que je crois qu'il se pose non seulement un problème d'hormones, ou bien il se pose un problème au niveau de la psychologie de ces personnes. Merci Emmanuel Crépy. Il y a des questions sur lesquelles il faut être tranché, moi je pense. Donc on ne peut pas rester au milieu pour ce genre de questions. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Vous êtes contre, catégoriquement. C'est normal, c'est ça qui est normal. Vous préférez... Quand vous êtes contre l'homosexualité, d'accord, et là en même temps vous faites la promotion de l'homophobie. Moi je ne vois pas la différence en réalité. C'est-à-dire que si les gens font leur choix, on peut ne pas les juger pour le choix qui est le leur. D'accord? Mais il faut trancher la question. Et les États qui tranchent cette question-là sont des États courageux. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, d'accord? Si vous ne faites pas attention à encourager certains comportements, eh bien ces comportements-là deviennent l'exemple. Ça ne devrait pas être l'exemple normalement. Merci donc Lamine Ballo, c'est un débat sur lequel nous reviendrons certainement. Ce sera tout pour les débats Sika Infomag de ce jour. Nous étions en Afrique du Sud pour discuter de la polémique née du financement de la rénovation de la résidence du président Jacob Zuma. Ensuite, nous avions également discuté du respect des droits humains en Afrique. Doit-on prendre des lois punitives pour régler les problèmes de mœurs en Afrique? Merci de nous avoir suivis. Nous poursuivons cette émission. Je vous propose à présent de suivre le point de l'actualité économique qui mettra un terme à votre Sika Infomag de ce jour. Le journal de l'économie est une présentation de Inès Armansou.